Alors allons-y gaiement. Madame la présidente de France Urbaine, monsieur le président d'Intercommunalité de France, mesdames et messieurs les maires et présidents, chers élus locaux, je vous remercie d'accueillir la parole du candidat à la fonction suprême, Éric Zemmour, une parole que j'aurai donc l'honneur de porter ici, aujourd'hui, devant vous. Comme vous le savez, il n'est pas un grand élu local, il n'est pas élu local, il n'est pas élu du tout. Cela lui donne l'avantage de porter une vision, je dirais, neutre, neuve, impartiale et non partisane pour notre République territoriale. Une vision profonde tant elle plonge ses racines dans notre histoire, une vision globale acquise non seulement grâce au travail de diagnostic de journalistes expérimentés, mais aussi nourrie de l'amoureux de la France et des territoires qu'il peut être. Une vision qui inscrit ses volontés de réforme dans le temps long, sans lequel tout investissement serait vain. Sans aucun prisme déformant sur la question territoriale, le candidat Éric Zemmour propose une organisation administrative efficace, enracinée, respectueuse de la libre administration et du principe de subsidiarité. Ce même principe donne les pleines compétences régaliennes à la nation souveraine et répartit l'initiative des politiques publiques à l'interlocuteur pertinent le plus proche du citoyen. En effet, notre démocratie représentative reprend son sens quand les prises de décision se font à l'échelle humaine. La crise des Gilets jaunes a résonné comme un avertissement sans précédent à cet égard durant le quinquennat. Éloignement, déconnexion, abandon, abstention, le lien entre les Français et les élus est durablement distendu. À cela, les petites mesures techniques de la loi 3DS n'apportent pas une réponse satisfaisante. Rien dans ce texte ne vient remettre en cause le millefeuille administratif et la captation des compétences et des énergies. Une autre alerte durant ce quinquennat fut celle de la mise en péril de l'autonomie financière des communes par la suppression de la taxe d'habitation, taxe non pas supprimée d'ailleurs, mais recentralisée et prélevée autrement. Lors de la crise du Covid-19, les intercommunalités et les communes furent à l'œuvre en tant que structures proches des réalités, souples, efficaces et de confiance. À cette occasion, l'engagement des édiles locaux a redoré le blason de la fonction d'élu, et d'élu local en particulier. Preuve que la subsidiarité, c'est la cohérence, que la liberté, c'est la réactivité et que la proximité, c'est l'efficacité. Nous n'oublions pas que ces 5 dernières années furent aussi celles d'une forme de banalisation de la violence contre les maires. Les maires de Signes en ont été mortellement victimes à l'été 2019 en voulant empêcher un dépôt illégal de déchets. Le maire de Ouangani à Mayotte a été agressé avec son épouse et a vu son véhicule brûler. Le maire de Valenciennes a également été agressé en pleine nuit, tandis que le maire de Bron a été menacé de mort. Après 5 ans de gouvernement vertical, nous engagerons un gouvernement horizontal alliant protection des élus, écoute des communes et agilité des décisions. En effet, les meilleurs cabinets de conseil auprès de l'État, ce sont les communes de France. Elles sont bien plus efficaces et beaucoup moins onéreuses que les cabinets privés, celui de McKinsey en particulier. La vision est simple. Sans supprimer d'échelons de l'organisation administrative actuelle, nous voulons faire tenir la politique territoriale sur un triptyque État, département, commune, ponctuellement soutenu en des matières clairement définies par un exosquelette européen, régional et intercommunal ou métropolitain. Pour cela, les 3 mots d'ordre sont subsidiarité, liberté et lisibilité. Pour ce qui est de la subsidiarité, pour parvenir à faire appliquer le principe, nous réaffirmerons la clause de compétence générale des communes tant qu'elles sont les cellules de base et les fondements même de notre démocratie. Le maire, à la fois officier de police judiciaire, officier d'état civil et élu de terrain par excellence, doit être le premier décideur et partenaire de l'État. Le maire reste de loin l'élu préféré des Français. Les structures intercommunales seront repensées en réduisant leur taille moyenne, leur champ de compétences et en rendant aux communes le contrôle de leur fiscalité. La loi MAPTAM de 2014 a encore renforcé les EPCI au détriment des communes en imposant des regroupements forcés pour créer de gigantesques intercommunalités en dépit du bon sens et sans cohérence territoriale aucune. La métropole ex-Marseille en est un exemple édifiant. Je dois le dire sans démagogie devant vous, et en étant très sincère, les communes sont trop réduites à un bureau des plaintes de tous les déboires, mais sans aucun pouvoir, ou les perdant les uns après les autres. Renforcer les villes et leurs maires, c'est revivifier le premier échelon de la démocratie. C'est également dans cet esprit de représentativité que nous souhaitons réenraciner les parlementaires dans leur territoire en autorisant les maires et présidents d'EPCI
à exercer concomitamment un mandat parlementaire sans possibilité de cumuler les indemnités. Il ne s'agira pas de revenir dessus. Sans ancrage local, le Parlement qui ne cumule pas est un Parlement faible. Paris a besoin de l'expérience des territoires. La liberté, de plus, en vue de donner corps à la libre administration des collectivités affirmée à l'article 72 de notre Constitution, nous redonnerons les moyens d'une autonomie financière aux collectivités pour qu'elles puissent retrouver l'initiative et obtenir des marges de manœuvre conséquentes. Nous ferons en sorte que la fiscalité hors zone métropolitaine dense soit l'apanage des communes. Il conviendra également de faire réaliser un audit complet des situations financières de l'État par la Cour des comptes qui remettra un rapport dans un délai de 3 mois. Les économies des administrations d'État sont les marges des manœuvres des collectivités territoriales et pour cela, il faut comprendre le programme du candidat comme un tout. La lisibilité, enfin, en matière de lisibilité et en vue de rapprocher les régions des citoyens, le candidat propose d'harmoniser et d'optimiser leur fonctionnement par la réduction du nombre d'élus locaux en instaurant un conseiller territorial qui siégerait à la fois en conseil départemental et en conseil régional. Cette réforme peut être rapidement appliquée par le vote d'une loi ordinaire sur le modèle de la réforme de 2010. De plus, nous baserons la décentralisation sur le couple commune-département, à la fois proche du citoyen et aisément identifiable par celui-ci. Chaque compétence doit être régie à l'échelon adapté. La clarification que nous voulons va de pair avec un droit à la différenciation. Paris ne peut pas imposer un schéma rigide à tous les territoires. La diversité existe déjà dans notre pays par les spécificités régionales. De manière plus globale, il faut que la politique puisse donner l'impulsion nécessaire. C'est pourquoi nous créerons un haut commissaire à la simplification administrative. Et pour terminer, nous renforcerons le temps parlementaire consacré à l'évaluation des politiques publiques avec l'appui de la Cour des comptes en simplifiant le processus législatif chronophage et inefficace. Terminé ? Couperé ? Vous êtes pile dans les temps. Vous n'avez pas terminé ? Bon, il me reste 4 lignes. Ben vous faites 4 lignes. On prendra une minute sur la question Si ouverte. je suis le dernier à passer, les autres ne le sauront pas. Allez-y. Pour cela... On ne peut pas négocier avec un Marseillais, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il faut me couper le micro. Mais pour cela, il faudra réviser la Constitution afin d'inscrire un nombre de 20 jours de séances incompressibles consacrées à l'examen du projet de loi de règlement, support privilégié du contrôle parlementaire a posteriori. Je vous remercie pour cette écoute. Bon, ça allait. Merci, Monsieur Ravier. Merci. Je vais accueillir Nathalie Appéré qui va vous poser 3 questions précises sur la conception de l'État, des intercommunalités et nos relations. Merci, Monsieur Ravier. Questions précises et réponses courtes en 2 minutes. La première, même si vous l'avez un peu exploré dans votre topo liminaire, est-ce que vous pouvez malgré tout nous en dire un peu plus sur la manière dont Monsieur Zemmour conçoit, au fond, la relation entre l'État et les collectivités ? Autrement dit, faut-il une nouvelle étape de la décentralisation ? Merci pour cette question et je vais tâcher d'être rapide dans ma réponse. Il est assez paradoxal que pour le gouvernement, de vouloir faire de la nation une start-up sans remettre en cause la suradministration. Celle-ci est semblable en de nombreux points à celle de la fin de l'Ancien Régime, lorsque l'on critiquait l'enchevêtrement des bailliages, des sénéchaussées, des provinces, des gouvernements, des généralités. Pour exemple, pour le Marseillais que je suis, nous avons 8 niveaux d'administration au-dessus de la tête. Nous avons la mairie de secteur, la mairie centrale, le conseil de territoire, la métropole, le département, la région, l'État, l'Union européenne. Cet entassement de strates est une source de confusion, un frein à la démocratie et au développement, un accélérateur de dépenses publiques et de clientélisme. Il faut, en guise de décentralisation, une clarification et une application de subsidiarité. Dans ce sens-là, oui, nous y sommes favorables. Mais pour cela, encore faut-il avoir une vision structurelle inscrite dans le temps long. Je voudrais revenir sur la création du conseiller territorial. Les différents échelons locaux participent trop souvent au développement de forteresses non coopératives, empêchant une juste attribution des ressources publiques entre les différents échelons institutionnels. Cette réforme n'a pas pour but de recentraliser les pouvoirs des élus locaux, mais d'optimiser le déploiement des politiques publiques locales par leur harmonisation entre les différents échelons. Elle permet également de renforcer le rôle du conseiller
afin que ces compétences soient plus aisément identifiables par le citoyen. Enfin, pour réinstaurer le lien entre les territoires et l'État, nous croyons beaucoup dans l'autorisation des maires à exercer un mandat parlementaire. Le retour des députés maires ou des sénateurs maires permettra d'avoir des élus nationaux ayant un ancrage local et capables de faire entendre les revendications et les légitimes besoins venant de tout le pays. Merci. Vous venez d'évoquer ce que vous proposez en termes de simplification, mettre fin au millefeuille si on reprend vos propos. Concrètement, quelle place pour nous là-dedans? Quelle place des territoires urbains, des intercommunalités dans cette clarification que vous venez d'évoquer? On dit souvent qu'il faut adapter les collectivités locales aux réalités socio-économiques pour justifier la création de grands ensembles intercommunaux et des métropoles. Cette maxime cantonne les débats à une réalité changeante et réductrice. Certes, il y a un intérêt à la coopération intercommunale, elle est bien antérieure aux structures que nous connaissons et que vous représentez. Pour l'instant, les lois MAPTAM et NOTRe n'ont pas engendré l'optimisation des dépenses qui étaient annoncées. Elles les ont souvent multipliées. Notre vision se base en priorité sur le triptyque État-département-commune en vue d'appliquer le principe de subsidiarité, comme je vous l'ai expliqué. C'est pourquoi nous voulons repenser les structures intercommunales en réduisant leur taille moyenne, leur champ de compétences et en rendant aux communes le contrôle de leur fiscalité. Les intercommunalités continueront à exister, bien sûr, mais retrouveront une taille humaine permettant aux citoyens un contrôle effectif et redeviendront des structures coopératives davantage que politiques, car nous préférons les constructions démocratiques aux constructions technocratiques. Le modèle proposé pour les futurs EPCI, hors zone métropolitaine dense, ressemblera à celui des anciens syndicats intercommunaux, fondés sur une logique essentiellement coopérative dans les domaines mutualisables. La nouvelle carte intercommunale que nous souhaitons se basera sur plusieurs principes, parmi lesquels le libre choix. On ne fera plus de mariage forcé entre les communes. Par exemple, le transfert au 1er janvier 2026 des compétences eau et assainissement des eaux usées aux communautés de communes prévues par la loi 3DS ne correspond pas à une solution pour nos communes. Leur réalité territoriale dans ces domaines doit être considérée à l'aune du bassin versant et non calquée automatiquement sur un EPCI. Cette mesure doit entrer en vigueur lors du prochain quinquennat. Nous reviendrons dessus. Merci. Terminons en parlant finances. Quelles évolutions et quelles perspectives pour les finances locales? Quelle autonomie financière? Quelle marge fiscale? Ah, les finances, le nerf de la guerre. Merci donc d'évoquer ce sujet. La libre administration de nos collectivités dépend de leur autonomie financière. Celle de la commune est particulièrement prioritaire dans le cas d'une république de la subsidiarité. La suppression de la taxe d'habitation pour les communes et la réduction de 10 milliards de la dotation globale de fonctionnement sous François Hollande, dont M. Macron fut le ministre de l'économie, constituent l'achèvement de la mise sous tutelle des communes. Voilà les marges de manœuvre que les collectivités doivent récupérer. L'État doit être moins gourmand pour que tout le monde puisse manger à sa faim. La question plus globale des dépenses publiques d'État doit être une priorité quinquennale dont les bénéfices ruisselleront sur les services publics de nos collectivités. Pour permettre l'application du principe constitutionnel de consentement à l'impôt des citoyens, il faut le rendre pour une part significative à l'échelon communal. Sans cela, c'est un fondement de notre pacte social qui est empiété. La commune, c'est l'échelon de confiance, c'est la cellule souche du corps démocratique. Par ailleurs, depuis les années 90, la décentralisation se fait essentiellement contre les communes et au profit des EPCI. Nous ferons en sorte que la fiscalité, hors zone métropolitaine dense, soit l'apanage des communes. On vous propose de terminer avec une carte blanche, soit un libre propos que vous souhaiteriez tenir devant nous, soit en rebondissant sur les propositions que nos associations formulent et que nous vous avons adressées. Eh bien, cette carte blanche sera consacrée à la sécurité. J'ai rappelé, dans mon propos liminaire, les graves atteintes envers les maires ces dernières années. Elles sont le corollaire d'un ensauvagement général de notre société. Les élus locaux n'y échappent plus. Nous garantirons donc la sécurité des élus en renforçant et généralisant la protection fonctionnelle des élus locaux et en durcissant les sanctions pénales contre les atteintes physiques et verbales qui les visent. Cela, c'est une mesure de justice a posteriori.
Pour empêcher que les agressions arrivent, il est impératif de réaffirmer le rôle du maire comme une véritable autorité locale. Pour instaurer cette autorité et garantir par ailleurs la sécurité des citoyens, nous souhaitons que les polices municipales puissent être plus facilement armées en les accompagnant dans la formation et dans la mise en place des moyens. Le pouvoir de police du maire est une application concrète de la compétence régalienne de l'État en la matière. Le domaine de la sécurité doit être un précurseur dans la co-construction horizontale État-commune. C'est pourquoi la police municipale sera affirmée comme un élément moteur de la sécurité territoriale au sein du continuum de sécurité qui lie les différentes composantes des forces de l'ordre. Les polices municipales doivent en outre se voir accorder l'autorisation de contrôler les identités des personnes sur la voie publique et, de manière générale, se voir déléguer des compétences de police judiciaire. Ces agents municipaux sont souvent les seuls et en effectif très réduit à pouvoir intervenir dans les communes rurales, mais sont symboliquement et juridiquement dépourvus de moyens d'action suffisants. À Nice, les agents municipaux furent les premiers en mesure d'intervenir contre le terroriste islamiste qui avait déjà eu le temps d'assassiner 3 personnes dans la basilique Notre-Dame. Ils ont mis néanmoins un terme à un drame qui aurait pu être de plus grande ampleur. Enfin, les infrastructures informatiques et les process doivent être révisés pour faire face à la menace des cyberattaques et cyberterrorisme. Une victime sur 5 de cyberattaques est une collectivité territoriale, selon l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. La ville de Marseille en a été victime quelques semaines avant les élections municipales de 2020 et a mis plusieurs mois à s'en remettre. Il faut donc comprendre la sécurité comme un tout et faire évoluer notre appréciation des défis grâce aussi à l'échelon local. Merci. Merci, Monsieur Ravier. Nous allons vous remettre les manifestes de nos 2 associations et vous remercier de votre participation. Je vous remercie, messieurs, dames. Merci pour votre écoute.